Et le gaz de schiste, ou les huiles de schiste, on va le voir, ne changent peut-être pas fondamentalement la donne, même si c'est un sujet qui peut être discuté. Donc là, on avait une prévision qui datait de 2007 sur le pic. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le pic pétrolier? Eh bien, c'est le moment à partir duquel, ce qu'on a éprouvé durant les précédentes décennies sur des gisements locaux, eh bien, c'est l'idée qu'à l'échelle globale, à l'échelle de la Terre, eh bien, on va arriver à un maximum d'extraction en termes d'énergie, de pétrole conventionnel, parce que là, il s'agit de pétrole. Alors, l'Agence internationale de l'énergie avait reconnu qu'on avait atteint le pic en 2006, elle est revenue sur ce constat. Après, on va voir que même si le sujet est encore sujet à discussion, que de toute façon, sur le moyen terme, il n'y a pas tellement de doute sur ce qui devrait nous arriver de ce côté-là. Bon, vous le savez, encore aujourd'hui, 80% de l'énergie primaire qu'on consomme au monde est d'origine fossile. Et quand on parle des énergies renouvelables récentes, donc hors biomasse et hydroélectricité, eh bien, évidemment, le nucléaire n'est pas tellement renouvelable, c'est vrai qu'on peut le dire, mais vous avez, en fait, c'est même moins de 2%, c'est grosso modo, même on est plus proche des 1 que des 2%, même si certains pays, par exemple, vous prenez l'Allemagne, 23% de son électricité est produite par de l'éolien et du photovoltaïque, mais à l'échelle mondiale, ça reste absolument peanuts. Alors, tout le profil de notre société est lié à cette abondance énergétique. On a vu tout à l'heure ses conséquences en termes de création de richesse et de répartition de la richesse. Évidemment, si vous regardez ça avec le regard de l'économiste, bah, vous ne comprenez rien. Parce qu'effectivement, en termes de PIB, les transactions liées aux énergies, c'est simplement 4%. Mais si vous supprimez ces 4%, c'est le reste du PIB, évidemment, qui s'effondre. Alors, un simple litre de pétrole, hein, c'est 25 tonnes de vie marine. Et donc, une année de consommation d'énergie fossile, c'était l'équivalent de toute la production végétale et animale sur toute la Terre pendant 450 ans. Donc, il est bien clair qu'on ne va pas pouvoir continuer à ce rythme-là extrêmement rapidement, et c'est un peu le défi essentiel. Alors, si on... Là, c'est une prospective qu'on va voir qui est assez optimiste, un peu, il y a d'autres chiffres après, et c'est en fait celle qui constitue un peu le tableau de bord toujours de nos grandes entreprises. Pour tout dire, je la tiens d'EDF, je vous dirai qu'après, vous allez voir que je vais quand même méchamment nuancer. Alors, surtout, ce qui est très important, c'est que chaque fois qu'on vous donne une prévision de ce type, c'est toujours une prévision à consommation constante. Alors, c'est absurde, à consommation constante. Je vous rappelle que l'augmentation de la consommation d'énergie sur Terre, c'est 3,4. Donc, avec simplement, je crois, un taux de croissance de 3%, sur un siècle, vous avez une quantité initiale qui, à la fin du siècle, est 19 fois plus importante qu'au début du siècle. Donc, effectivement, quand on estime eh bien, notre disponibilité énergétique en prenant une année de référence, il y a un jeu qui est quand même assez trompeur. Hein. C'est une sorte d'optimiste, un peu d'économiste, de voir un peu les choses comme ça. Alors, ce qui est très important aujourd'hui, c'est essayons d'avoir une estimation globale en termes de ce qu'on appelle le pétrole conventionnel. On va trouver des chiffres assez variables dans la littérature, mais grosso modo, ce qui semble le plus raisonnable, c'est de penser qu'on avait des réserves totales qui se situeraient entre 2000 et 3000 milliards de barils. Sur ces 2000 et 3000 milliards de barils, ce qu'on sait, c'est qu'en 2007, on en avait déjà consommé en 128. Or, ce qu'on appelle le pic, c'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où on a grosso modo exploité le milieu d'un gisement, et bien quand on commence à exploiter la seconde moitié, nos capacités d'extraction diminuent. Et surtout, je vais y revenir, la dépense énergétique pour retirer le pétrole, elle, augmente et augmente très sensiblement. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure. Et donc, le fait même si peut-être ne l'a-t-on pas atteint en 2006, écoutez, franchement, je n'en sais rien, je n'ai pas de pied à coulisses pour aller mesurer dans chacune des réserves là où on en est. Le fait est de penser que si on n'a pas atteint ce pic, bon, je vous donnerai les chiffres, peut-être en douter, mais en tout cas, il est assez imminent. Et ensuite, avec le pic, on a un plateau, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné où nos capacités d'extraction se stabilisent.
Les techniques peuvent faire qu'on peut prolonger ce plateau. Mais on ne les prolongera pas non plus indéfiniment et on ne les prolonge pas sans coût. On les prolonge encore une fois avec un coût d'extraction du baril, énergétiquement parlant, qui s'élève, et donc un coût atmosphérique de chaque baril extrait qui lui aussi s'intensifie. Mais si vous regardez, c'est à peu près donc 110 sur les 70 000 champs pétrolifères qui produisent plus de 150% de la production mondiale, et 16 sur les 20 plus grands sont déjà sur le déclin. Donc effectivement, penser qu'on a probablement atteint le pic, c'est sans doute pas quelque chose de tout à fait hasardeux. Et ce qu'on trouve aussi comme autre chiffre dans la littérature internationale, c'est que lorsqu'on va passer, eh bien, quand on va redescendre à partir du plateau, on aura un taux de déplétion qui devrait se situer entre 6 et 7% par an, ce qui est énorme. Alors que, comme je vous l'ai dit juste avant, le taux d'augmentation annuelle est de 3,4 depuis quelques années déjà. Alors, aujourd'hui, on consomme grosso modo 90 millions de barils jour, et en fait, eh bien, il y a déjà un peu moins d'un tiers, en gros 24-25 millions de barils, qui ne vient plus de pétrole conventionnel. C'est par exemple les pétroles lourds du Venezuela, c'est le pétrole offshore profond, qui en général aussi c'est un pétrole assez lourd, c'est les sables bitumineux du Canada. Vous savez que les États-Unis vont construire un immense pipeline pour venir de là, c'est les huiles de schiste, c'est le gaz de schiste ou le pétrole, le charbon, et qu'on peut dans les deux cas liquéfier ce qui est nécessaire pour les transports. Alors peut-être effectivement que de nouvelles techniques nous permettent de lisser encore un peu, de prolonger encore un peu le plateau, mais probablement pas de façon indéfinie et avec un coût supérieur. Alors quand on regarde parfois certains chiffres, on peut être assez troublé. Alors déjà, je vous parlais tout à l'heure du coût climatique d'extraction d'un baril. Eh bien, vous prenez un baril d'Arabie Saoudite, mais autrefois, pas maintenant, vous verrez pourquoi je vous dis ça, des trentaines d'années, eh bien, c'était simplement 10 kg de CO2 par baril. Si vous allez chercher les sables bitumineux du Canada, par baril, c'est 100 kg de CO2. Donc, plus on continue à exploiter du pétrole, et plus on intensifie la dégradation du climat. Pas simplement parce qu'on continue à exploiter du pétrole, mais parce que le pétrole qu'on exploite a un coût climatique beaucoup plus élevé qu'autrefois. Alors, c'est vrai que dans certains cas, on peut se dire, il y a des choses, on recommence à exploiter certains gisements de la mer du Nord, on arrive, dans certains cas, à continuer au moins à maintenir le plateau, etc. Mais il y a un chiffre qui est très important qu'il faut voir, c'est celui justement sur le retour énergétique par rapport à l'énergie investie, ce que je vous dis. Alors, donc, autrefois, il suffisait d'investir une unité énergétique pour en extraire 100. Même avec le pétrole conventionnel aujourd'hui, dans les conditions les plus difficiles, avec une unité investie, on n'en retire que 11. Et évidemment, si je regarde du côté des sables bitumineux, je suis au maximum à 6. Si je regarde du côté de certains aérocarburants, bon, alors si par exemple la canne à sucre, je serais plutôt vers 3. Si j'ai ça avec les serrages, je serais plutôt presque à la neutralité. C'est-à-dire que je retire à peine plus d'énergie que celle que j'investis. Alors ces chiffres sont fondamentaux. Parce que si effectivement on rencontre ce taux de déplétion dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien le taux de déplétion est supérieur au taux maximal d'augmentation à la plus belle époque de l'extraction, du taux maximal d'augmentation de l'extraction du pétrole autrefois, qui a été au maximum 7%. Mais évidemment, avec un ROI de 1 sur 100. Avec le ROI qu'on a aujourd'hui, n'y comptez pas, ce n'est pas possible. C'est pour ça que cette histoire de pic pétrolier, je ne vois pas vraiment comment on peut éviter ce genre de problème. Alors effectivement, on a la question du gaz de schiste qui, pour un certain temps, change la donne, mais c'est assez compliqué. Si vous voulez, si vous prenez la courbe d'extraction de gisement de gaz de schiste, à la limite, c'est un toboggan. C'est-à-dire que très vite et en très peu de temps, on atteint le maximum dans l'année. Mais dans l'année même, nos capacités à extraire, avec des installations données, diminuent très vite. Les deux grands gisements américains qui ont commencé à être exploités en 2009, 2008-2009, c'est Barnett et Ennisville, je crois, sont déjà très profondément en déclin. On nous a promis beaucoup de choses sur les gaz de schiste, on nous en a promis beaucoup en Pologne,
Exxon a fait 40 forages, aucun de ces forages n'a donné quoi que ce soit.